deux thèses possibles. Il y a une première thèse, c'est l'univers est uniquement matériel et il n'y a pas de Dieu. C'est la première thèse, et c'est la thèse matérialiste. Et puis il y a une deuxième thèse, c'est Dieu a créé le monde. Aujourd'hui, la thèse matérialiste, qui est une croyance, les gens n'y pensent pas. Quand les gens disent moi je suis un croyant, c'est pas vrai. Les incroyants, ils sont des croyants, ils croient à la thèse matérialiste. Aujourd'hui, la thèse matérialiste, avec les découvertes scientifiques du XXe siècle, qui sont tout à fait extraordinaires, elle tient pas debout. Oui. Donc vous avez la preuve scientifique de l'existence de Dieu. Si vous allez nous la révéler, Olivier Bonassi. Alors, vous l'avez découvert. En fait, Ouais. pour résumer les choses, de tout temps, sur tous les continents, dans tous les siècles, les hommes ont cru en Dieu. Sauf que, à partir du XVIe siècle, de Copernic à Darwin, Freud, en passant par Galilée, Laplace, il y a toute une série de découvertes scientifiques qui font que les gens se disent la science n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Et donc, il y a un courant matérialiste très fort qui s'appuie sur le prestige de la science qui est extrêmement puissant. Et puis, au début du XXe siècle, tout change. C'est un peu l'adage, vous savez, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramènent. Toute une série de découvertes vont dans l'autre sens et concluent à deux choses. Il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, dont Einstein nous dit qu'ils sont liés. Donc s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire qu'avant, il y a une cause non temporelle, non spatiale, non matérielle qui a fait émerger tout ça. Et puis, chose très importante, dans les 50 dernières années, on s'aperçoit qu'il y a des réglages absolument fous dans l'univers, que les données initiales de l'univers sont absolument réglées d'une manière fantastique, et pareil pour les lois de la physique et les lois de la biologie. Et ce réglage fin est tellement fantastique que même les athées parlent de miracle. Ouais. Et donc, à la fin, si vous mettez les deux choses en balance, vous avez un début et un réglage. La solution la plus évidente, c'est qu'il y a un esprit intelligent qui est à l'origine de tout ça. Et dans notre livre, donc il y a la partie scientifique qui fait les 2/3 du livre à peu près, parce que la science était le véritable obstacle. Mais il y a toute une série d'autres anomalies de l'histoire sur lesquelles on peut réfléchir de manière rationnelle. Et l'ensemble de tout ça fait une série de preuves convergentes, indépendantes, rationnelles, qui ont toutes le même résultat, en fait. Qui explique Qui, à la pourquoi fin, c'est vous dites, passionnant. on y croit. Pourquoi l'univers est si incroyablement adapté à l'émergence de la vie? Au fond, vous vous dites, c'est pas possible, il n'y a pas de hasard, il y a forcément quelque chose, une main derrière tout ça, c'est ça que vous vous dites? Exactement. Avant, la cosmologie n'existait pas. La cosmologie est une science nouvelle. Le premier prix Nobel, je crois, de cosmologie a été décerné en 1950. Vous voyez, c'est assez récent. Le premier début de la cosmologie, c'est vraiment Einstein. Mais grosso modo, aujourd'hui, on sait énormément de choses puisqu'on a modélisé l'univers. L'univers, il repose sur une trentaine de nombres purs qui sont des constantes. Par exemple, la vitesse de la lumière. Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle celle-là ? Pourquoi est-ce que la vitesse d'explosion de l'univers au début, c'est-à-dire de son expansion, est-elle celle-là? Qu'est-ce qui se passerait si elle était très légèrement différente? C'est des questions qu'on ne pouvait pas se poser, ça n'avait aucun sens avant. Non seulement maintenant on peut se les poser, mais on peut se résoudre. On sait que, par exemple, sur la vitesse d'expansion de l'univers au moment du premier instant, si la 15e décimale avait été un point au-dessus ou un point en dessous, la 15e décimale, l'univers n'existerait pas. Donc, le réglage de l'univers est incroyable. Oui. Donc vous dites pas de hasard, vous dites c'est pas possible. Non, parce que le hasard peut exister quand il y a une infinité de possibilités de solutions, mais l'univers est unique, donc il ne peut pas y avoir de hasard là-dedans, ça ne marche pas. Tout le monde se pose cette question, et c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se la pose pas plus? C'est parce qu'on pense qu'elle est indécidable. Et là, nous, ce qu'on prétend, c'est qu'aujourd'hui, elle est de moins en moins indécidable, voire décidée. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'on a titré le livre « L'aube d'une révolution ». Ce titre peut sembler en première page un peu audacieux, mais quand on referme le livre, je crois qu'on peut être convaincu que c'est vraiment l'aube d'une révolution sur le plan intellectuel. Ça prendra du temps parce qu'il faut que les gens digèrent ces découvertes scientifiques. Il faut que ça soit digéré par le public, mais ça prendra du temps, mais ça se fait. Oui. En fait, on peut tout essayer d'expliquer. C'est ça qui est absolument incroyable. Les plus grands mystères humains. Oui. À travers peut-être la science, y compris d'ailleurs, pour découvrir des secrets comme cela. Oui, c'est tout les progrès de la science au XXe siècle sont absolument inouïs. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de se dire qu'au fond, finalement, tous ces grands savants du XXe siècle, ils ont découvert des trucs qu'ils n'avaient pas envie de découvrir et en quoi ils ne croyaient pas. Parce que tous les savants en 1920, il y a à peine 100 ans, si vous voulez, tous les savants en 1920 pensaient que l'univers était éternel. Tout le monde pensait ça, pendant très très longtemps. Il était infini géométriquement et puis il était stable. Or, en fait, rien de tout ça est vrai. L'univers n'est pas stable, il est en expansion. Et puis, il n'est pas éternel, il a un début et une fin. Et très vraisemblablement, il est en plus géométriquement fini. C'est-à-dire que si on partait droit devant soi, on viendrait à son point de départ. Alors, vous allez dire qu'elle n'est pas dans le bouquin, la question, mais on va vous la poser. On doit vous la poser dans tous ces lecteurs qui affluent, et qui lisent ce livre et qui ont envie de continuer la conversation et se dire, au fond, pourquoi
pourquoi la vie? Pourquoi tout ça? Pourquoi cet Mais univers? vous êtes vraiment journaliste, on Non, va mais pas moi, je pose répondre des à cette questions, hein. Non, Si voyez, quelqu'un l'a créé, pourquoi faire? C'est ça. c'est pas dans le livre. Ouais. C'est pas quelque chose à laquelle on peut répondre intelligemment parce qu'on a étudié pendant 3 ans sur un seul sujet, encore une fois. Mais je reviens sur ce que disait Michel-Yves, c'est très important. Il y a 100 ans, tout le monde croyait que l'univers était stable, infini et qu'il y avait l'éternel. Et en fait, aujourd'hui, 100% des savants pensent le contraire. Donc il y a eu une sorte de révolution fantastique qui change complètement, qui bouleverse les esprits. Vous savez, il y a eu des révolutions dans les scientifiques qui ont marqué Copernic, ça a marqué énormément tout le monde. Darwin, ça a mis des décennies, voire des siècles à être perçu par le public. Cette révolution-là dont on parle, celle du Big Bang, mais pas seulement celle-là, celle aussi de la thermodynamique, de la relativité, la mécanique quantique, la découverte de la complexité en biologie, la découverte du réglage fin de l'univers qui date de 50 ans, ça n'a pas encore été compris, ça n'a pas encore été intégré par la mentalité générale, si vous voulez. Or, ça change complètement la donne. Ça fait un retournement. C'est un retournement. Et donc, dans l'équation, quand vous regardez le dossier comme ça, vous voyez toute une série de raisons de croire classiques qui font que les gens ont toujours cru en Dieu, l'émerveillement devant l'univers, la beauté de raisonnement qu'on peut devant un coucher de soleil, tout ça, mais aussi des raisonnements philosophiques, des choses liées à la morale, des choses liées à la révélation, plein de choses. Tout ça, ça reste. Et en plus, la science vient de se retourner. Donc, je vous dis... Oui, c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait... Très intéressant. Et il y a aussi, on n'en a pas dit un mot, mais il y a quand même aussi la biologie. Si vous voulez, le passage de l'inerte au vivant est la vraie question. C'est une vraie question. Comment est-ce qu'on est passé de la matière à la première cellule vivante? Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant très longtemps, là aussi, les gens croyaient des choses. Ils pensaient qu'il y avait une soupe primitive, qu'il fallait touiller une soupe primitive, de la chauffer, de mettre du méthane, des molécules, peut-être de mettre quelques décharges de foudre dedans, de l'électromagnétisme, des courants électriques. Pendant 30 ans, il y a des savants qui ont essayé de touiller des soupes primitives. Puis après, on a découvert que la moindre cellule était avec de l'ARN, de l'ADN, des ribosomes qui sont de véritables ordinateurs. Donc dans la moindre cellule, vous avez des ordinateurs. Et donc tous ces gens, ce qui prouve, tous ces gens qui faisaient des recherches, ils ont arrêté de faire leurs recherches. On ne cherche plus aujourd'hui à touiller des soupes primitives pour faire apparaître une cellule vivante parce qu'on sait que ça ne marchera pas. C'est incroyable. Alors, vous dire qu'à un mot de votre parcours, vous êtes hommes d'affaires tous les deux. Vous, je crois que jusqu'à l'âge de 20 ans, vous n'étiez pas du tout croyant. Non, j'étais pas du tout croyant. Vous êtes arrivé là, et là, d'un coup, vous vous êtes passionné pour ces questions-là. Au fond, c'est quelque chose, vous tirez une ficelle, et puis il y a la pelote qui vient derrière. Moi, quoi, je voudrais quand même dire deux choses. C'est très intéressant. C'est assez passionnant. D'abord, on peut le lire déjà comme des récits historiques, c'est-à-dire ce sont des découvertes avec des gens passionnants, des gens très intéressants, des savants qui ont des vies très complexes, souvent agitées, etc. Donc, on peut le lire déjà comme des récits de découvertes qui sont très intéressants. Et puis, ils font des découvertes que eux ne souhaitaient pas du tout. Ils ne souhaitaient pas découvrir ça. Ça les a même dérangés terriblement. Et après, on peut sous-peser quel est l'impact de ces découvertes sur la métaphysique. Et on s'aperçoit que ce qui est extraordinaire, c'est qu'au XXe siècle, la physique s'est tellement développée qu'elle est venue envahir le champ de la métaphysique. Avant, il y avait la physique et la métaphysique et personne ne se parlait. Mais la physique, elle a débordé de son lit comme une crue énorme, comme on voit à la télévision quand il y a les fleuves qui débordent. La physique et les mathématiques ont débordé de leur lit et ils sont venus envahir le champ de la métaphysique. Et ça, c'est très amusant. Merci. La science n'est pas devenue, pour le coup, à l'inverse, une nouvelle croyance. En science, ce qui est intéressant, c'est qu'en science, il y a des domaines dans lesquels il y a des consensus et puis il y a des domaines dans lesquels il y a des hypothèses.